Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point de marché après bien quelques jours sans brief pour ma foi des raisons d'agenda ultra chargé. Du coup, on va prendre tout ça ensemble, hein. Je me connecte, j'ai regardé les news, j'en avais je ne sais pas combien. J'ai un peu dégrossi ce que j'avais devant les yeux. En même temps, je me suis aussi fait un petit point macro, Iran et autres. Donc, allez, on va traiter ça ensemble tranquillement sur les prochaines 20 minutes. C'est parti. Que dire? Bon, déjà un chiffre étonnant, hein, que l'équipe a ressorti. Le marché crypto compte désormais 37,8 millions de tokens. Un chiffre en hausse vertigineuse depuis 2023. Bah effectivement, hein. Sur le premier cycle dans lequel j'ai participé en 2018, des choses comme ça, hein, on avait que quelques centaines de jetons, à tout péter quelques milliers. Euh, donc, c'était assez simple de comprendre le rapport entre le marché global, hein, le market cap pardon, global du marché et les variations de prix qu'on pouvait identifier sur nos jetons. Maintenant, on se rend compte que ce market cap-là, il est tellement dilué. Il y a tellement de jetons, il y a tellement de projets que déjà, ça devient impossible de tout suivre, ça devient complètement même insensé d'essayer de vouloir tout comprendre et tout suivre. En plus, sur ces 37,8 millions, il y en a quoi? 37 millions qui sont des scamés de la merde et qui vont crever dans les prochaines semaines. Peut-être même que certains se renouvellent extrêmement vite. Enfin bref, on voit à quel point il y a un engouement aussi pour le marché des crypto-monnaies. Donc c'est vrai que c'est assez dingue. Bon, par contre, ça doit pas nous dérouter de l'essentiel, c'est-à-dire identifier des marchés qui sont des marchés, des projets qui sont importants, qui sont structurants pour le marché, pour l'écosystème crypto. Et c'est ce à quoi on s'emploie ici avec Altcoin France. Donc, je vous rappelle, tadam, on y va direct, hein. Toute cette partie-là, c'est gratuit. Vous avez ici l'espace public, hein, donc notre canal, les lives du mercredi, les performances des clients. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il y en a deux, trois qui sont régalés ces derniers jours, malgré tout, hein. Donc, une fois de plus, malgré le contexte un peu morose, il y a eu des belles performances. On ira voir que quelques projets ces derniers jours ont bien rebondi. Mais attention, parce que peut-être que ça nous cache quelque chose. Vous avez aussi ici la partie airdrop. On vous explique différents projets que nous, on suit avec le plus grand intérêt. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui s'inscrivent dans des écosystèmes qui, en règle générale, ont pu déboucher sur des airdrops assez intéressants, notamment ce qui touche à Circle, des genres de choses comme ça avec Arc, hein. Et puis bien sûr Dreamcash ici aussi, ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc plus vous pouvez être tôt sur ce genre de projet-là, ça vous prend quelques heures par semaine et encore quelques minutes peut-être par semaine. Ça permet d'être actif sur certaines blockchains et à la fin, pourquoi pas éventuellement obtenir des airdrops. Ça c'est assez sympa. Du coup, on continue sur nos flash news. Stratégie qui continue sa stratégie justement, hein, d'investissement. Euh, c'est complètement dingue. Ils aimeraient peut-être arriver aux millions de Bitcoin d'ici 2026. Ça leur ferait 22,2 milliards de dollars supplémentaires au prix actuel. 6158 Bitcoin par semaine. Bah voilà, ça pourrait être un rythme intéressant, surtout si le prix continue de stagner, voire de baisser un petit peu. Ça pourrait leur permettre de lisser un peu leur prix encore par le bas. On sait que leur prix moyen, hein, il est quand même assez haut. Euh, un fait qui est assez intéressant, alors peut-être que pour les personnes qui ne suivent pas spécialement les marchés, ça va pas vous parler, mais euh, à la base, les monnaies nationales étaient backées par de l'or ou des métaux précieux ou des bons ou des choses comme ça. Il y avait on guillemets, un backage presque physique, voire même, oui, physique, d'une monnaie nationale. Maintenant, on voit qu'aux États-Unis, ben, les réserves d'or, elles représentent que 3% de la dette fédérale. Donc, c'est absolument ridicule. Autant dire que le dollar, c'est vraiment un papier qui vaut bientôt plus grand-chose, si ce n'est le prix du papier. Et encore. Euh, Ce qui est important de dire aussi, on ira le voir, c'est qu'on doit absolument toujours
continue de scruter ce qui se passe en termes de macro pour le moment, hein. Malgré, voilà, d'ici des annonces qui sont plutôt positives, on voit, hein, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Les chiffres échos étaient plutôt OK, hein, ceux qui sont sortis vendredi. Donc voilà, il y a plutôt des bonnes choses. Eh bien, on verra que, guillemets, le fond de notre problème pour le moment, il est vraiment macroéconomique, et notamment en termes de liquidité. Bref, allez, on va aller tout de suite voir les marchés. Alors, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de voir ce que fait ici le S&P. Alors, bon, on voit ces derniers jours, hein, grosse correction. On est revenu travailler cette mèche. On continue de faire ce rebond pour le moment dans cette zone d'achat ici, de ce dernier mouvement à la hausse. Il y a des niveaux clés qui pourraient être plus bas, hein. Alors, voilà, vous les voyez, ils apparaissent gentiment. Le premier niveau sur lequel on pourrait aller rebondir sur l'S&P, ce serait ici ces 38,2 de Fibo à 6172 points. Qu'est-ce qui pourrait en fait déterminer l'idée de se casser la figure là en bas? Eh bien, vous l'avez sans doute tous remarqué, sauf si vous viviez au fond d'une grotte ces 17 derniers jours, c'est ce qui se passe en Iran, dans toute la péninsule arabique. Donc le détroit d'Ormuz, cette espèce de micro-bras de mer entre l'Iran et puis la partie arabique justement des pays, il y a le golfe d'Oman, toutes ces choses-là, eh bien cette partie est fermée parce que guerre entre l'Iran et puis les États-Unis et Israël. C'est un bras de mer qui fait à peine, je sais pas, peut-être 20 km de large, qui est très peu profond, et par là passe entre plus ou moins 20% du pétrole mondial, et notamment énormément d'autres ressources. Mais on parle principalement du pétrole. Mais il y a aussi, par exemple, le phosphate, qui est utilisé pour les engrais chimiques. Et sans engrais chimiques, vous pensez bien que l'agriculture du monde se porterait certainement moins bien. Alors, je suis pas en train de parler d'écologie, c'est pas le sujet, mais par contre, toujours est-il que, ma foi, une agriculture intensive fonctionne à grands coups d'engrais. Du coup, pas d'engrais, pas de production aussi soutenue que ce qu'on peut avoir. Donc, il y a déjà des économistes qui sont en train de se dire, attendez, combien de temps ça va durer votre rigolade là? Parce qu'on bloque le pétrole, mais on bloque tout le reste en fait. Donc nous, on parle du pétrole, c'est le truc qui est absolument flagrant, mais en fait, il y a énormément d'autres ressources qui passent par ce petit détroit et qui se retrouvent aussi bloquées. Donc, bien que le prix du pétrole fasse le yo-yo ces derniers temps entre les différentes annonces de Trump en disant on va vous protéger, non, on va pas protéger, oui, on va vous protéger, non, on va pas vous protéger, eh bien, tout ça, ça fait que le reste de l'écho se retrouve un peu piégé là-dedans. Donc, s'ils continuent leur balle, cette équipe, il y a de fortes chances que les marchés continuent un petit peu leur chute. Alors, pour le moment, on semble tenir bon, hein, on n'est pas revenu travailler les 6580 points ici. Donc, ça a l'air de tenir, j'ai envie de dire, un gros rebond aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pas dit que ça se maintienne, hein. Donc là où on avait anticipé plutôt un conflit qui serait assez court, les analystes sont plutôt en train de se dire ouais, attendez, ça va plutôt durer ad vitam aeternam, parce que l'Iran, ils n'ont pas du tout, alors pas du tout envie d'abdiquer. Ils sont en train plutôt de dire, vous voyez à quel point on est résilient. Si on veut bloquer tout ce détroit, eh bien on va le faire, et on va vous faire chier jusqu'au bout. Donc on ne sait pas trop dans quoi ils se sont embarqués, là, les Américains avec Israël, mais ça va peut-être pas être aussi simple que prévu. Bref. Du coup, en fait, tout le marché est en train gentiment de poursuivre sa correction, hein. Ici, vous avez le Nasdaq, et puis ça a forcément un impact aussi sur le dollar. Donc le dollar index qui s'est bien repris, hein. Donc ça, c'est aussi pas très positif pour le marché des cryptos. En général, quand on a un dollar qui prend de la valeur, eh bien, les gens vont plutôt utiliser la puissance du dollar pour se couvrir. Donc on parle ici des grosses institutions, hein, qui ont des gros volumes et tout ça, qui peuvent faire des
des faibles amplitudes de prix, mais vu les volumes pour eux, bah, ça leur permet de se couvrir très aisément. Donc, quand le dollar s'apprécie, en général, les riscons, eux, ont plutôt tendance à en pâtir. Bref, total market. On voit qu'on a un joli rebond. On est en train de faire une jolie structure. Maintenant, eh bien, on doit se méfier un petit peu, parce que vous voyez ce qui s'est passé ici au mois de novembre, on a exactement le même genre de structure. Un premier sommet qui a été pris, on a fait une correction, on est venu prendre le deuxième, et après, on s'est cassé la figure. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ici un beau breakout, hein, avec finalement une conclusion que c'était un fake-out avec réintégration. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de reprendre ici un nouveau sommet. Très bien. On est dans une zone de quoi? On est dans une zone de short. Alors, on a des niveaux, hein, quand même, qui pourraient être travaillés. Et puis nous, ça fait un moment qu'on dit aussi qu'un rebond, il pourrait être possible. On l'attendait, il n'est pas venu tout de suite, on le pensait plus tôt, peut-être qu'il pourrait se concrétiser maintenant. On a des creux ici dans le volume profile. Ces creux, c'est des endroits qui sont amenés à être retravaillés. On a vu ça à maintes reprises. Donc, la question c'est, est-ce que c'est le moment de retravailler ce creux? Avec ici, vous voyez, on a des imbalances baissières qui avaient été laissées. Hop là, pardon. Ici, il y en a une, ici, il y en a une. Donc, on a des niveaux qu'on pourrait revenir travailler. Et puis, en même temps, si on prend un FIB, et puis qu'on vient tracer comme ça notre FIB, eh ben, on voit qu'on a des convergences. Donc là, on est dans quoi? On est dans notre zone de rechargement. On a cassé une première arrêt, mais la prochaine zone de short, elle est un peu plus haut. Donc, on pourrait revenir dans une zone un peu comme ça. Ce serait possible. Mais on doit se méfier, extrêmement se méfier, parce que le marché pourrait très très bien sortir tout ce qu'il a à sortir et se retourner. On va aller voir ça sur Bitcoin, vous verrez ça assez clair. Donc sur Bitcoin, on n'a encore pas fait ce breakout comme on l'a pu faire sur le total market cap, ce qui veut dire qu'on a aussi des entrées d'argent, sans doute. On a un mouvement qui s'est créé ici, là, plutôt en partie aussi sur les altes. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on est sur quoi sur Bitcoin? On arrive au premier arrêt de tout le mouvement. Je vais le supprimer ici, le FIB, comme ça on voit mieux ce qui se passe. On va faire un peu de place. Hop, hop. Donc, très bien. On a fait notre tasse et anse. Super. Donc, normalement, eh bien, à ce moment-là, on devrait avoir une accélération du prix pour aller chercher des niveaux plus élevés. Premier arrêt, zone de short du mouvement complet, des choses comme ça. Ça, c'est un vieux premier arrêt. C'est un vieux FIB, je vais l'enlever. Est-ce qu'on va y aller? Eh bien, ça, c'est la grande question. Donc, je vous mets celui-là là, comme ça, on le voit. Vous voyez que ça correspond pile poil avec notre premier arrêt. Et c'est bien possible que ici, le marché se retourne finalement exactement comme on l'a fait là. On va aller voir ça sur les zones de liquidation. Vous voyez le nombre de personnes qui sont positionnées ici en short. C'est assez impressionnant. Après, on a des personnes qui sont en long, mais qui sont plutôt diffus dessous. On a ce mur ici de personnes qui sont positionnées en short. Donc, il faudra voir ce que le marché veut faire. En même temps, sur les ETF, on voit que depuis quelques jours, eh bien, on a plutôt des jolies entrées. Donc, sur Ethereum, c'est la même chose. Donc, le marché, pour moi, il est quand même assez balancé. En même temps, on a cette augmentation du prix ici, mais vous voyez que l'open interest, il n'a pas augmenté de fou. On est resté sur quelque chose d'assez, assez modéré. Par contre, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les achats se font principalement sur quoi? Sur le CVD futur. Donc ça, c'est le volume qui est exécuté sur les contrats à terme, les contrats futurs. On voit que sur le spot, très peu d'achats. Donc les gens sont sur les dérivés. Et c'est ça qui est un peu problématique. Parce que si les gens achètent comme des débilus, avec des gros leviers, sur le CVD futur, enfin, sur les futurs, ça veut dire que tôt ou tard, ce marché va faire ce qu'il est en train de faire depuis des semaines, il va aller les liquider. Alors, on a vu qu'il y a un grand mur de personnes à liquider là-dessous. Maintenant, qu'est-ce qui coûtera le plus cher, ou qu'est-ce qui coûtera le moins cher, plutôt, aux market makers, aux exchanges, pour exécuter un maximum le volume? Parce que je vous rappelle que ce qui fait de l'argent pour un échangeur, c'est pas d'avoir le prix qui monte ou le prix qui baisse. Lui, ils sont fous. Lui, tous les exchanges sont payés
entre guillemets, au volume. Dès que vous fermez ou dès que vous ouvrez, donc quand vous êtes maker ou taker, c'est là que eux, ils prennent un pourcentage du montant avec lequel vous avez joué. Et du coup, eh bien, c'est là-dessus qu'ils font de l'argent. Donc maintenant, il y a des gens qui sont rentrés en position ici. On a des stops qui doivent se construire dans ces zones-là. Eh bien, la question, c'est est-ce qu'on pousse le prix pour aller les sortir? Et puis, ça va faire en sorte que plein de gens vont se mettre, du coup, en long, en se disant, c'est bon, on va partir plus haut, on va aller travailler la zone de short qui se trouve là en haut, et que finalement, le prix nous fait un fake out. Donc, c'est bon, on va aller retour 84 000, let's go, on est les rois du pétrole. Et que finalement, le marché, il fait quoi? Eh ben, il fait ça, exactement comme on l'a fait ici. Hein. Ce serait tout à fait possible, et ce serait exactement le même scénario qu'on a eu ici en janvier 2026. Je ne sais pas si ça va se reproduire. J'en sais rien du tout. Par contre, eh ben, le constat, c'est que pour le moment, on semble se diriger vers une clôture avec une prise des 74K, et que, en tout cas, sur le MACD, on a moins de force. Donc ça, c'est un indicateur qui nous dit quand même que pour le moment, eh bien, on perd de la force sur ce mouvement-là. Et en général, quand on commence à perdre de la force sur un mouvement, c'est exactement ce qu'on a fait ici en janvier. Hein. Je vous remontre. Sommet, deuxième sommet, sommet, deuxième sommet. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Joe Bonne. On n'en est pas là, mais le scénario ressemble sérieusement. Hein. Ressemble même extrêmement. Regardez la tronche du MACD, c'est la même chose. Donc, on verra. On verra, mais en tout cas, c'est pas le moment de rentrer ici en longue, ce serait trop risqué. C'est plutôt le moment d'essayer de construire éventuellement des shorts. Hein. Comment on construit un short dans un niveau comme ça? Eh bien, vous avez ici votre FIBO de la dernière impulsion corrective, on peut même aller un tout petit peu plus bas, et vous voyez que normalement c'était dans cette zone-là, entre les 70 000 et les 72 000, que le marché aurait pu se retourner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré. On a fait vraiment ici une imbalance, donc on avait une pulsion haussière. Et là, dans ces moments-là, c'est des mouvements qui sont rapides, hein, c'est là qu'on va sortir des gens justement qui sont positionnés, et on va maintenant observer ce que le marché est en train de reconstruire. Alors peut-être que Bitcoin décide, parce que voilà, hein, de nous faire quelque chose comme ça. Peut-être. Pour le moment, moi, j'ai pas de signe. Je ne peux pas le dire. Si je regarde ma charte en 3 jours, c'est clair qu'on est dans cette espèce de range toujours. On est venu en haut, on est revenu au milieu du range. Ben, c'est intéressant, hein. On fait quand même des structures en W. Donc, il y a bien un moment où il faudra prendre un risque et puis oser rentrer sur ce marché. Moi, ça me paraît encore un petit peu tôt. Je vous rappelle que on est toujours en tendance baissière. Mais c'est terrible à dire, hein, c'est que pour invalider cette tendance, vous voyez qu'on a toujours ça. Le dernier sommet important, il est là, autour des 97K. Parce que ces corrections sont tellement brutales que voilà. Donc on a fait notre creux. Maintenant, on doit voir si on construit un sommet et si on inverse enfin une tendance. Ou si on continue à ranger encore un moment. On pourrait très bien avoir ce creux, un sommet, un creux qui se fait là, hein, un sommet qui vient se faire, et là on commencerait sérieusement à pouvoir se dire, ah, ok, on a un début d'inversion de tendance. Mais tant qu'on ne break pas ça, eh bien la possibilité c'est de continuer à faire ce schéma-là, hein, qui serait finalement quoi? Qui serait un rising, un bullish flag comme ça, hein, et puis ce mouvement-là, c'est un mouvement de continuation baissier. Si on a de la baisse, qu'on fait ce mouvement-là, on pourrait très bien faire ça après. Donc vous voyez qu'on est dans une situation qui est compliquée à trader. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Maintenant, dans les moments comme ça, au bout d'un moment, il faut être trader, il faut travailler en 1 heure, il faut travailler dans des time frames qui sont beaucoup plus courts pour aller chercher des entrées voilà, sur des
des time frames qui sont plus faibles, où on joue ces amplitudes, on joue ce bas et ce haut de range. Alors, pour ce faire, ben nous, on a développé quelque chose pour vous, braves gens, qui se trouve être ici notre algorithme présenté sur AF Capital Market. C'est quoi cet algo? Eh bien, c'est un algo qu'on a développé sur Bitcoin. Vous avez ici la team qui l'a préparé pour vous. Vous retrouvez ici une interview des deux principaux compères qui vous expliquent vraiment la philosophie derrière cet algo. C'est pas un algo, c'est pas un bot de trading qui va trader toutes les 15 secondes ultra rapidement à la nanoseconde ou je ne sais quoi. Non, c'est un produit qui sert à préserver votre capital. L'idée, c'est que vous bloquez vos fonds pendant 10 mois sur notre algo et gentiment, il va travailler pour vous. Pendant les phases de marché qui sont trop compliquées, l'algo, il prend pas de position. Et dès qu'il identifie vraiment avec certitude des choses qui sont claires pour lui, eh bien, il se permet de prendre position. Vous avez toutes les infos sur le tracking, hein. On vous met tout ça, c'est vraiment à disposition pour vous. Vous retrouvez aussi les infos ici sur le site internet. Comme ça, vous voyez dans quoi vous mettez les pieds. C'est important. Donc, c'est gratuit, bien sûr. Il y a un dépôt minimum qui est de 300 €, mais nous, on vous conseille de pouvoir y déposer, en tout cas, 1000 €, parce que comme ça, pour l'algo, c'est plus simple en termes de volume, parce que comme je disais avant, dès que vous prenez quelque chose, dès que vous prenez un trade ou que vous clôturez un trade, il y a des frais. Et donc, pour que ces frais qui sont pris par Vantage, hein, notre broker partenaire, eh bien, tout ça se lise parfaitement. Eh bien, avoir un certain capital, en fait, ça diminue l'impact des frais. Voilà. Je vais y arriver. Ah, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Bref, du coup, hyper important. N'hésitez pas à nous poser des questions si c'est quelque chose qui vous semble voilà, pertinent, parce que une fois de plus, on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous les compétences, on n'a pas tous la possibilité d'être des traders sur puis de scruter tout le temps ce marché, hein, c'est complexe. Et du coup, notre produit le fait pour vous. Posez vos questions, n'hésitez pas dans le canal public ou alors vous nous écrivez en privé, on sera là pour y répondre. En tout cas, ça coûte rien de le faire. Allez, brièvement, Ethereum. Ethereum, lui, vous voyez qu'il a fait un mouvement déjà bien plus fort. Il est déjà en train de faire ici un breakout bien plus marqué. Donc, vous voyez que la prochaine zone intéressante pour Ethereum, c'est la zone de short. Hein, ici, entre 2750 et 3000 $. Une fois de plus, on ne sait pas si c'est vraiment un retournement intéressant ou pas. Il arrive vers sa zone de premier arrêt. Donc, là, c'est une zone clé. Hein, il pourrait très bien faire ça et se retourner. Toujours est-il que sur Ethereum, on est dans une zone qui est nettement plus propice à de l'investissement. On est déjà dans la zone de rechargement long terme, alors que sur Bitcoin, vous voyez que cette zone de rechargement long terme, elle se trouve là en bas. Hein. Elle est entre les 58 et les 39K. Donc, ça fait un bout plus bas. Hein. On est par contre pile dans la zone de rechargement des dernières impulsions, hein, de ce grand range ici qui avait lancé cette deuxième partie de run. Time. C'est toujours une question de timing. Donc là, on voit qu'on arrive dans des zones qui sont extrêmement intéressantes à scruter. C'est des zones où on va plutôt construire du short. Maintenant, il faut que ce marché il ait de la pêche, entre guillemets. Vous voyez que MACD, il semble vouloir se reprendre un petit peu. Ça, c'est intéressant. On a le RSI qui monte, le volume aussi, ici, l'OBV qui semble croiser bullish. Donc ça semble être plutôt positif pour Ethereum. Hein. Ethereum qui a des gros projets. En même temps, on sait que c'est toujours inflationniste, on sait que la fondation, elle a encore vendu des Ethereum. Voilà, il y a pas mal de questions. Et en même temps, vous avez Bitmain qui, eux, croient dur comme fer à ce projet et qui achètent des Ethers à tour de bras. Donc, eux, ils sont absolument convaincus que Ethereum, c'est un projet d'avenir. Enfin, moi aussi, en fait. Mais voilà. Donc, est-ce qu'on est en train de finir notre structure corrective sur Ethereum pour refaire une jambe haussière? Ça me paraît encore un peu tôt. Je suis pas convaincu. Par contre, on pourrait très bien refaire un tour dans la zone de short et que ça ne, comme pour Bitcoin, ça n'empêcherait rien hein, de cette phase corrective. On serait pas venu prendre un sommet majeur et on continuerait finalement à faire ça. Hein.
Il ne faut pas oublier qu'on est en train de jouer des structures qui sont des structures long terme. Donc si je vous la mets ici plutôt en monthly, vous voyez que, hop là, pardon, on n'est pas du tout en train de se dire qu'on est en train de se retourner tout de suite. Mais par contre, eh bien, on est en train de construire peut-être quelque chose qui pourrait faire comme ça pour consolider pour cette fin d'année avant de pouvoir enfin repartir beaucoup plus haut. Hein. Ici, on avait pris combien? Hop là, on va enlever les mots, on sera plus libre. On avait fait un 107% depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Donc, est-ce qu'on est en train de construire aussi un rebond de 100 et quelques pourcents? Ça nous ramènerait où? Oh, ça nous ramènerait où, dis donc? C'est pas possible, c'était pas 100%. Est-ce que je dis n'importe quoi? Non, 104%, en effet, ok. Donc, si on doit faire un rebond qui vaudrait plus ou moins la même chose, 104%, 104%, ça nous ramènerait très très haut. Ouais, j'y crois pas une seconde. Mais on pourrait très bien faire un rebond de 60%, ce serait pas déconnant. Et finalement, ça fait partie de cette volatilité encore, qui existe encore un petit peu dans ce marché crypto. Tic, 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 tic. Ok. Peut-être qu'en même temps, on est en train de compresser le prix aussi. Compresser pas le prix, mais le momentum. Hein. On pourrait très bien être en train de faire quelque chose un peu comme ça. Qui serait signe ensuite d'un mouvement un peu avec force, hein, en général quand on a une extraction comme ça, qui pourrait nous renvoyer plus haut. Mais je pense, peut-être que je me trompe une fois de plus, hein, je pense pas que j'ai la science infuse, et puis ce qu'on vous transmet ici, c'est purement informatif, mais peut-être que on a encore voilà, un petit bout de mouvement à consolider, donc pour moi on n'est pas pressé. Pour moi, on n'est pas pressé. Et le marché aime bien nous faire stresser, aime bien nous faire FOMO. Donc, voilà, on verra bien. On passe sur BNB. BNB, même tranche qu'Ether, même combat. On a des imbalances à venir travailler. Si on prend un FIB, hop, j'y vais un petit peu à l'arrache, mais vous voyez qu'on a ici les 719 $ à venir travailler. Ensuite, la zone de short, c'est 811 et 876. Donc, en 3 jours, clairement, on a fait une structure sur cette zone-là, une structure bullish, hein, où on pourrait se dire que maintenant, on a construit nos W. Donc, si on clôture cette zone 3 jours ici, au-dessus des 673 $, eh bien, on a une structure de retournement, on a un W bullish qui nécessiterait, pour être invalidé, d'avoir un M bearish. Où c'est qu'il se construira? J'en sais rien. Il peut très bien se construire autour aussi des 719 $, comme il pourrait très bien essayer d'aller grimper autour des 811 $. Mais même tendance que pour Ether, hein, la tendance de fond, pour le moment, elle est toujours bearish. Solana, un petit peu plus comme Bitcoin, hein, il a un petit peu moins de force, on essaye de clôturer ici en 3 jours, donc ça devient intéressant, ces phases comme ça de consolidation, ça devient pertinent. Pour toutes ces cryptos qui ont en plus des ETF, ça me paraît peut-être pertinent, avant d'avoir une extraction vraiment forte, d'avoir ce qu'on appelle un spring. Hein. Donc un spring, c'est on a comme ça des vagues de consolidation, c'est très bien. Et tout d'un coup, on fait un spring baissier, on sort tout le monde, on réintègre, on consolide et on s'en va. Ça, c'est des structures qui permettent d'aller sortir toutes les personnes qui sont là-dessous. Et c'est souvent ce qu'on voit. Hein. Là, boum, on a fini sur chaque fois des plus bas avec des mèches qui se font ravaler. Hein. Donc, chaque fois, on a eu ces mèches qui sont venues chercher avant de pouvoir aller travailler plus haut. Est-ce qu'on a fait la même chose ici? Bon, ici, on a été un plus bas là, après on a continué. Non, c'est pas très flagrant ici. On verra. On verra. Je vais terminer sur Tao qui nous a fait une poussée de mort. Donc, Tao là, qui arrive aux 294 $. Énorme rebond. Bah, ça, c'est pertinent. Là, vous voyez, typiquement, si on arrive à clôturer au-dessus des 292 $, eh bien, on pourra dire qu'on a pris un sommet. On l'aura pris concrètement et on pourrait être en train de jouer une inversion de tendance. C'est pas encore fait, hein, mais clairement, là, on a quelque chose qui semble se dessiner, où on pourrait se dire, tiens, Tao, il est en train de faire quelque chose. En même temps, on n'est que sur les 38,2 de Fibo. Il y a de la volatilité, donc c'est clair que ça nous fait des impulsions qui sont grandes. Hein. Là, on est sur du, je ne sais pas combien de pourcents.
Et puis là, voilà, on a pris 52%, 50% plus ou moins, hein. Donc c'est important. Et puis c'est compliqué de trouver des setups qui sont très pertinents si on veut avoir nos conditions avec un risk-reward qui est pro. Parce que vous voyez, ça veut dire qu'ici, on avait l'entrée qui se fait là, avec le stop là-dessous. Euh, Chercher 2, ça veut dire chercher là. Ok. Est-ce qu'on va aller jusqu'ici? On n'en sait rien. Donc, c'est complexe, hein. Si on devait s'arrêter ici au 38,2 de Fibo, on n'était qu'à 1,12 de RR. Donc, c'est compliqué. Alors après, ça veut dire qu'on doit remonter nos stops. Puis encore, même ici, sous la structure, on a un RR qui est que de 1,59. Donc, c'est aussi pour ça que pour les membres, hein, on vous a proposé assez peu de setup ces derniers temps. On en a posé quelques-uns. Donc, pour les personnes qui sont membres Elite Investor avec nous, hein, vous avez la possibilité de souscrire un abonnement. Cet abonnement, il vous renvoie ici dans la partie Elite Investor. Vous avez plein d'infos, des rapports, des formations de trading et notamment une partie où on vous partage certains trades qu'on peut identifier ou certaines structures qu'on peut identifier. Comme ça, vous apprenez à aller voir ces structures, on les construit ensemble. Mais vous voyez que c'est complexe. Donc, voilà, on est comme tout le monde, on cherche à avoir des choses qui sont sécures, parce que l'idée, en trading, c'est pas de dilapider son capital, bien sûr, mais c'est de le préserver. Si on arrive à le faire fructifier, c'est mieux, mais au moins de le préserver. Donc voilà, longue vidéo, on est déjà à 31 minutes, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve normalement demain. Demain, vidéo en 2 parties. J'aurais sans doute retrouvé ma voix, donc je m'en excuse encore un peu pour aujourd'hui. Ça doit être un peu plus pénible pour vous. Et aussi, j'aurais sans doute retrouvé un peu plus mon cerveau. Mais en tout cas, demain, on se retrouvera pour une vidéo en 2 parties, avec une partie pour les membres Elite Investor, justement, où je vais partager différentes observations sur des alts, et puis notamment celles que vous m'aurez proposées. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.